Karima Deli, bonjour, bienvenue dans Changement de vitesse. Donc les constructeurs automobiles demain n'auront pas du tout le même rôle qu'ils ont aujourd'hui. J'ai été la première femme à présider l'une des commissions clés du Parlement européen, puisque je suis devenue la présidente de la commission des transports et du tourisme pendant 8 ans. Les politiques, à un moment, on n'a pas toutes les solutions. Il faut dire aux gens, on n'a pas toutes les solutions. Les premiers qui pâtissent de la transition énergétique vers le véhicule électrique, c'est les foyers les plus précaires. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors d'abord, les foyers les plus précaires, ils n'ont pas de bagnole. Parce qu'une voiture, ça coûte très cher. Il faut vraiment faire en sorte que la décarbonation soit une priorité. Et que cette commission transport, qu'elle arrête de dormir, qu'elle devienne une commission clé. D'abord, il faut arrêter de changer les feuilles de route tous les 2 ans ou tous les ans. Dans les entreprises ou au niveau politique, vous voulez dire? Aussi, les deux. La mobilité, c'est la clé du monde de demain, parce que le contraire de la mobilité, c'est être immobile. Et l'immobilité, c'est ça qui est dangereux. Mon invité aujourd'hui a un parcours pas comme les autres. Karima Deli est la 9e d'une famille de 13 enfants. Elle grandit dans le nord de la France, dans des conditions sociales plutôt difficiles. Et très jeune, elle s'engage dans le militantisme avant de rentrer au Parlement européen à seulement 30 ans. Et pendant 15 ans, elle va peser sur certains des dossiers les plus sensibles du transport en Europe. La fin programmée du moteur thermique, le Dieselgate, la régulation du transport aérien, mais aussi la très médiatisée relance des trains de nuit. Désormais engagée pour la qualité de l'air à la tête de l'association Respire, elle porte toujours une vision très politique de la mobilité. Karima Deli, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Changement de vitesse. Merci à vous pour cette invitation. Merci beaucoup Karima d'être avec nous. Alors, comme je le disais, tu as grandi dans une famille nombreuse, dans le Nord, pas dans des conditions sociales très faciles, et pourtant ton engagement politique, il a très vite été porté quand même sur l'urgence climatique, écologique, plutôt que sur l'urgence sociale. Je ne dis pas que c'est soit l'un, soit l'autre, mais pourquoi ce choix sur le climat ? Alors, c'est plus large, c'est sur l'écologie en général. Ça, c'est la première chose. Alors, moi, je suis la 9e de 13 enfants d'une famille. Alors, c'était difficile, certes, matériellement, mais c'était un bonheur absolu parce que on avait peu, mais on était très heureux. Et donc, cette lutte, elle est venue aussi parce que moi, j'en avais marre qu'on dise l'écologie, c'est pour les bobos. Moi, je ne suis pas une bobo, je ne me considère pas comme bobo. Je suis désolée, je suis très fière de venir d'une classe populaire et que l'écologie, elle est faite aussi pour nous parce que nous sommes les premières victimes, notamment du dérèglement climatique et de tous les choix qui se font, notamment au détriment des classes populaires qui ne sont pas représentées. Donc c'est comme ça que tu lis vraiment finalement l'écologie avec la vie économique du quotidien, quoi. Absolument, et je considère qu'aujourd'hui, et c'est ça, je pense, le drame, parce que j'ai un autre combat en ce moment, c'est que les classes populaires ne sont pas représentées en politique. Donc, au fait, on parle à leur place. Il y a des partis qui sont censés les représenter. On est censé les représenter, mais il faut que les classes populaires soient elles-mêmes membres et actrices et acteurs de ces assemblées pour décider. Parce que sinon, on décide à leur place. Et personne d'autre que les classes populaires ne peuvent comprendre c'est quoi la dignité, c'est quoi la misère sociale, c'est quoi aller chercher un emploi, c'est quoi aussi de se faire discriminer, ça veut dire quoi aussi d'avoir honte, parce que quand on est de classe populaire, voire pauvre, on a honte, vous voyez. Et tous ces gens-là, en fait, ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Parce que les 3/4 de l'Assemblée nationale sont représentés par des classes qui sont supérieures, donc qui ne viennent pas de classe populaire. Ok, mais là, tu es en train de remettre en cause le principe même de la démocratie représentative. C'est-à-dire que c'est normal d'avoir des représentants. Je ne dis pas que ce n'est pas normal, au contraire, nationale. Mais laissez les partis politiques ouvrir vos portes et vos fenêtres, notamment aux classes populaires, parce qu'elles ont autant de compétences que n'importe qui, mais surtout, c'est qu'elles ne laisseront pas justement toute une frange de la population sur le bord du chemin qui aujourd'hui est en train de souffrir. Et lorsqu'il y a des véritables problématiques, qu'on les prenne à bras-le-corps. La question, par exemple, des Gilets jaunes, pour moi, a été très flagrante. La question des Gilets jaunes qui est au cœur de la dynamique de la précarité dans la mobilité n'est toujours pas résolue. Et quand on regarde derrière qui sont ces gens qui sont les précaires de la mobilité, beaucoup sont les classes populaires. Et est-ce que les gens qui ont été très acteurs justement dans les Gilets jaunes, c'est ceux qui étaient avant les premières victimes des sujets de mobilité, du coût de l'essence, du coût de la vie, même quotidienne de manière générale? Ou est-ce que ça est... Puisqu'on voit qu'aujourd'hui, la crise des Gilets jaunes s'est un peu apaisée. Toi, ce que tu dis, c'est OK, mais le
Le point de départ n'est toujours pas résolu. C'est-à-dire que ça avait été récupéré politiquement, quoi, les Gilets jaunes? Je ne sais pas. D'abord, je pense que la question des Gilets jaunes n'a pas été résolue parce qu'on a été très vite. Il fallait vite trouver des solutions, mais à court terme. Ça veut dire qu'on a sorti 2 chèques. Alors, il y avait comment on appelle ça? Le chèque à la carburant, 14 milliards d'euros. Et ensuite, on avait la ristourne, la fameuse ristourne à la pompe, 7,5 milliards d'euros. On est sur 20 milliards. On est sur 20 milliards. Ouais. Avec 20 milliards, on peut faire autre chose que de donner des chèques. Alors, je comprends l'urgence, vous voyez, sur ces questions-là. Mais c'est pas crise, ça. Ouais. Oui, mais c'est pas ça qui va nous amener à des véritables résultats sur du moyen et du long terme. Et c'est là où ça va pas. La puissance publique doit repenser le temps long et pas juste au coup à coup, qui fait que je peux vous assurer qu'aujourd'hui, nous avons des territoires à double vitesse. Et sur la mobilité, c'est quand même incroyable de voir ce qui est en train de se passer. Et donc toi, ce que tu disais tout à l'heure sur la partie de la représentativité, c'est que finalement, c'est un des moteurs qui a fait que tu t'es dit, je peux y aller, moi, je vais y aller en politique, ou c'est quoi? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé que je votais pour la première fois dans une grande élection qu'on appelle l'élection présidentielle en 2002. Ouais. Et qu'en 2002, on a eu Le Pen, Chirac. Donc, c'était pas possible pour moi. Et je me suis dit, là, il faut qu'on se réveille tous parce qu'on peut pas avoir l'extrême droite à la tête de notre pays. Et c'est à partir de là où je me suis dit, il faut qu'on s'engage. Et la deuxième chose, c'est aussi que moi, j'étais pas faite pour faire de la science politique. Vous voyez, quand je vous ai dit, j'ai un parcours... moi, la science politique, chez moi, on parlait pas politique. La politique n'est pas faite pour moi, en fait. Et au fait, même mon prof de thèse en sciences politiques me dira « Mais Karima, tu es une anomalie sociologique, parce que mon profil n'existe pas. » Une anomalie sociologique. Alors que moi, j'ai toujours dit que l'anomalie, c'est pas moi, en fait. Pourquoi ton profil n'existe pas? Ça veut dire quoi? Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des parents ouvriers, ou alors qui ne savent pas lire ni écrire, qui viennent de territoires un petit peu classe populaire tu veux dire à l'Assemblée nationale. Dans la classe politique, oui. Voilà, oui, ça. Mais quelles que soient les étiquettes politiques, c'est très rare aujourd'hui. Et donc, mon prof me disait que j'étais une anomalie sociologique. Et moi, ce qui m'a énervée, c'est de dire, c'est pas moi l'anomalie. Il n'y a pas de Karima Delli seule. On est des millions de Français et de Françaises. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours battue pour dire, l'écologie ne va pas avec sa deuxième jambe si on ne règle pas les injustices sociales. Et c'est ce phénomène-là qu'il faut aujourd'hui, qui font que moi, je me suis engagée un peu par hasard en politique parce que je ne me voyais pas du tout élue. Par hasard ou pas, mais à un moment, tu te retrouves quand même à 30 ans à rentrer au Parlement européen. Oui, mais parce que je suis aidée, parce que, par exemple, rentrer au Sénat, parce que moi, j'écrivais une thèse sur le Sénat avec Marie-Christine Martin, donc je suis devenue sa collaboratrice, mais j'ai eu de la chance d'avoir une élue écolo qui croit en moi et que je n'étais pas encartée dans le parti. Et ensuite, moi, j'ai fait parallèlement plein de collectifs, Jeudi Noir, Sauvons les riches, on pourra en reparler. Et un jour, il y a la bande incroyable, que ce soit Eva Joly, José Bové, Daniel Cohn-Bendit. Et Cohn-Bendit me dira, mais il faut que tu sois sur ma liste. Et c'est là où moi, j'arrive sur une liste en Île-de-France, alors que je suis ch'ti et profondément du Nord, parce que j'aime le Nord. Et je me retrouve sur cette liste en 4e position. Donc, je fais une campagne des européennes avec cet engouement de dire il faut que Eva Joly et Daniel Cohn-Bendit soient élus parce qu'ils étaient les 2 premiers. Donc, je me lance à fond dans la campagne et je trouve ça super, etc. Mais comme j'étais 4e, à aucun moment, je me dis je vais être élue un jour. C'est techniquement pas possible à l'époque. Et arrive le 7 juin 2009, où là, c'est l'électrochoc. J'avais prévenu aucun de mes frères et sœurs, aucun de ma famille, ni mes copains. Que tu étais sur la liste? Que j'étais sur la liste. Tout le monde disait que je ne vais pas être élue, donc je ne vais pas leur dire je fais une campagne et je ne suis pas élue. Mais tu n'avais fait il n'y a eu aucun article, aucun plateau sur lequel on avait parlé de toi, rien du tout, même localement? Absolument pas. Vous voyez, j'étais 4e, voilà. Je faisais la campagne à fond, etc. Je ne sais pas combien de meetings j'ai fait, mais j'étais toujours là, etc. Et c'est vrai qu'on a créé ce phénomène qui est à l'époque Europe Écologie Les Verts. Ouais. Et moi, je me reconnaissais totalement parce que j'avais un pied dans un mouvement politique, mais un pied dans le mouvement social. Et c'était ça la grandeur de l'intelligence collective d'un José Bové, d'une Eva Joly, d'un Cohn-Bendit, d'un Yannick Jadot qui était aussi là, etc. Et c'est vrai que c'était une équipe. Tu t'y reconnais encore aujourd'hui dans le ELV ? Ça dépend. Aujourd'hui, je trouve qu'on est trop dans la personnalisation politique et je trouve qu'il faut qu'on reparle d'écologie. Et moi, je tire la sonnette d'alarme parce que je pense qu'on a des militants exceptionnels, vraiment.
Mais aujourd'hui, il faut faire face à ce backlash écologique. Et donc, c'est pas en étant dans la guéguerre permanente des uns et des autres. Mais à l'époque dont on parle, en 2009, Mhm. le sujet écologie est moins quand même répandu et médiatiquement et politiquement qu'aujourd'hui. Il y a C'est-à-dire qu'il y a ça, plus de mais sens à cette époque-là de dire il faut un parti qui s'empare 100% du sujet, Mais non? il y a ça, mais il y a surtout qu'à l'époque, on était dans la COP Copenhague, où les États-Unis, on arrive dans un phénomène totalement nouveau, où c'est Barack Obama, quoi. Et là, on se dit, l'Europe doit saisir cette chance pour devenir le leader du climat. Et donc, dans notre programme, on est les premiers à parler de Green Deal. Vous vous rendez compte? Alors que le Green Deal à l'Europe, là, ça s'est fait qu'en 2009, 10 ans plus tard. Vous voyez, on était vraiment en avance sur notre temps. Et le truc qui a été extraordinaire, c'est que même si c'était difficile parce que les Verts, au Parlement européen, on n'a jamais été vraiment majoritaire, tu vois. On n'a jamais été le premier parti. On a toujours été des parlementaires qui sérieux, bosseurs. Chacun, dans son profil, portait des causes. On est très vigilants pour porter des causes. Donc moi, j'ai porté beaucoup de causes, de la cause du logement au Parlement européen, la cause notamment aussi de la jeunesse, hein, et ensuite la cause notamment de la mobilité, des transports, où j'ai fait quelque chose qui pour moi est incroyable, c'est que j'ai été la première femme à présider l'une des commissions clés du Parlement européen, puisque je suis devenue la présidente de la commission des transports et du tourisme pendant 8 ans. Voilà. J'aurais pas pu mieux te présenter là-dessus, mais je pense que tu as plus l'habitude que moi là-dessus. Mais il y a un côté tous dans notre vie professionnelle, dans notre carrière professionnelle, et là, vu comment tu nous expliques que tu arrives en fait à ce poste, parfois on avance, on fonce, et on se retrouve dans une position où on se dit genre, ah ouais quand même. Est-ce que tu as eu à un moment un genre de syndrome de l'imposteur, de dire genre, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à me dire, Madame la Présidente, etc. C'est-à-dire, il y a un côté comme ça où on se retrouve très élevé ou très haut, et parfois on a cette vision de nous-mêmes, où on se dit, mais est-ce que c'est vraiment moi ou pas là? Alors, moi, je ne me suis pas posé cette question-là parce que j'ai décidé de saisir ma chance. Déjà, il n'y avait pas eu de femme et que moi, je sortais d'avoir gagné la première commission d'enquête sur un scandale sanitaire qui est le Dieselgate. En fait, moi, j'étais une spécialiste de la transition des villes. Alors, j'avais beaucoup travaillé sur le logement, la transition énergétique dans le logement, etc. J'avais travaillé dans la culture, j'avais travaillé dans plein de choses. Mais il me manquait ce petit truc qu'on appelle les transports, vous voyez, dans la ville. Donc, je suis allée en commission de transport avec une chose qui, moi, m'a complètement bousculée dans la campagne de 2014, c'est qu'on avait eu cette une de Libération qui montrait la Tour Eiffel avec une espèce de magma comme ça de pollution. Ouais. Et il était écrit « 34 départements en France ne respectent pas le seuil de pollution ». Et là, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire, c'est pas possible. Ouais. Et là, tu te dis, bah attends, s'il y a ça, c'est les s'il pots y a d'échappement, et donc il faut qu'on y a aille ça, rentrer et donc, plus dans les transports. Il faut que j'aille dans la commission de transport. Ouais. Dans la commission de transport, j'arrache... Ah bon? Ah oui, parce qu'il faut se battre au Parlement européen. Donc, j'arrache un rapport qui s'appelle « La mobilité urbaine durable » et dans lequel je dis une chose qui est assez simple, il faut sortir du diesel. Parce qu'en 2012, l'OMS dit que le diesel, c'est cancérigène et que c'est la maladie, la pollution de l'air, c'est la maladie du 21e siècle et qu'on compte aujourd'hui 400 000 morts prématurées en Europe. Ça, c'est l'OMS en 2012. En 2012. Donc, je me dis, bah, si l'OMS le dit, moi, je le mets dans le rapport. Et là, qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Le fait de dire dans un rapport qu'il faut sortir du diesel, je me fais convoquer par les commissaires européens en disant cette partie-là du rapport, il faut l'enlever. Mes collègues Grunen allemands qui me disent non, mais là tu vas un peu fort, il faut peut-être l'enlever. Et tes collègues du même parti ou d'autres partis? Non, du même parti, les Grünen, et d'autres partis, les Allemands. Donc je me fais convoquer et au fait tout le monde commence à me mettre la pression en disant mais il faut sortir cette partie du diesel. Et moi je dis mais non en fait. Moi, je suis là dans l'intérêt général, donc c'est la santé des gens. Il est hors de question de sortir ce paragraphe-là. Ils ne peuvent pas t'obliger à l'enlever? Non. Tant que le rapport n'est pas adopté, ils ne peuvent pas. Et donc, qu'est-ce que je vois dans ce rapport? Un truc de dingue, c'est l'arrivée notamment de la pression des lobbies, parce que je vois des amendements qui viennent des lobbyistes pour essayer de réécrire mon rapport. Donc, je tiens. Et ensuite, je vois qu'il y a une pression monstrueuse, de certains États pour me dire vous allez mettre à mal l'industrie automobile. Sauf que moi, je leur dis attendez, là, il y a quelque chose. La fin du diesel, c'est pas tout de suite, je leur dis. Le rapport le disait très bien. Dans quelques années,
le temps de s'organiser. Mais de dire la fin... T'avais pas mis de date? Non, D'accord. si on avait mis 10-15 ans. De dire la fin du diesel, ça paniquait tout le monde. Et un jour, avec mon équipe, et ça a été extraordinaire, on est appelé par des jeunes malins qui commencent à nous dire « Écoutez, Madame Dely, ne lâchez pas, parce qu'on a un problème avec le diesel. » Que finalement, il y a des modèles truqués dans les moteurs. C'est des gens, en fait, qui t'appellent, que tu ne connais de nulle part, Non, qui je connais ont pas. vu Ce que sont des tu as lanceurs cette d'alerte. partie-là dans ton rapport et qui, eux, te disent attention, il y a des moteurs truqués pour passer, en fait, les normes en termes d'émissions de CO2 sur les moteurs diesel, c'est ça? Il y a ça, et puis il y a surtout le fait de dire votre rapport peut amener une nouvelle législation, mais surtout, croyez en vous, parce que c'est vous qui avez raison. Je me rends compte qu'en parallèle aux États-Unis, il y a un contrôle de tous les véhicules européens. En fait, aux États-Unis, à l'époque, on a une agence qui est indépendante, qui contrôle tous les produits, et notamment les véhicules. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont démonté l'ensemble des véhicules. Et c'est là où des petits malins ont montré qu'il y avait un logiciel fraudeur à l'intérieur de la voiture. Wow. Et c'est là où Bibi Karima s'est dit « Mais attendez les gars, qui avait raison depuis le début ?» Et donc ça, c'est ces gens-là, en fait, qui t'envoient les infos en te qui me montrant, disent il y a quelque chose qui ne va pas, attention Madame Dely. Wow. Et le pire de tout, c'est que je vais résister. Alors comme je vais résister, ça ne plaît pas trop au sein du Parlement, parce qu'une écolo, femme, jeune, qui en plus était un peu, je dois dire, militante et activiste avant, ça fait quand même beaucoup. Sauf que je ne vais pas lâcher. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que mon rapport qui devait être adopté au mois de mars ne sera pas adopté avant le mois de décembre, parce qu'il y a tellement de pression que c'est horrible. Et Vlatipa, le 22 septembre 2015, Volkswagen est pris les doigts dans la confiture dans le plus grand salon automobile européen, Francfort, où ils sont obligés de dire qu'ils ont triché. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite dans mon bureau, je leur dis, on va lancer une commission d'enquête. Une commission d'enquête au Parlement européen, c'est très difficile à avoir. Il n'y avait pas eu de commission d'enquête depuis la vache folle, vous vous rendez compte? Ouais. J'étais envahie d'une énergie et j'ai dit à mes équipes, on va aller arracher cette commission d'enquête. Et au départ, ils ont rigolé et on a arraché cette commission d'enquête. C'était pas facile, mais on l'a eu, et donc j'ai mis en place la commission d'enquête. Et fait, la commission d'enquête a montré quoi? Que tout le monde savait, personne n'a rien fait, et surtout, c'est qu'on a perdu beaucoup de temps. Il y a surtout le fait que, déjà à l'époque, nous sommes en 2015, nous sommes dans la COP, vous savez, les accords de Paris, hein, on se souvient bien, et on disait déjà, une des grandes conclusions, il faudra sortir du diesel. Et moi, j'ai tendu la main aux constructeurs automobiles. Je leur ai dit, il faut vraiment qu'on fasse les premières assises de la transformation de l'industrie automobile, parce que le marché de l'électrique va s'annoncer féroce. Et je leur ai dit, la Chine ne va pas nous faire de cadeaux, donc il faut tout de suite se mettre au travail de la reconversion. Tout le monde s'est foutu de moi. Pourquoi? Ouais. Parce qu'au fait, il fallait vraiment pour eux épuiser la dernière goutte d'essence quelque part pour pouvoir envisager la transition, et que pour eux, ils n'imaginaient pas, alors je comprends que c'est quand même vertigineux de faire en sorte de tourner la page de 150 ans d'une industrie automobile qui a marché grâce au pétrole. La chose est que moi, j'ai tendu la main et au fait, ils n'ont pas su saisir cette opportunité. Et donc, je me suis sentie envahie d'une chose très forte, c'est que quand j'ai gagné cette commission d'enquête, j'avais un petit surnom au Parlement européen, c'était le dragon. Et j'ai dit, alors là, maintenant, il faut aller plus loin. Il faut vraiment faire en sorte que la décarbonation soit une priorité. Et que cette commission de transport, qu'elle arrête de dormir, qu'elle devienne une commission clé. Active. J'ai postulé à la commission des transports. Donc, c'était un vert qui était là. Donc, j'ai succédé à un vert. Et je suis devenue la première femme présidente. Et je me suis dit, j'ai fait un bon travail parce que personne voulait se présenter pendant 8 mois face à moi. Donc, c'était une commission que j'ai adorée. C'est vrai que le Parlement européen me manque aujourd'hui, mais quand je regarde dans le rétroviseur, je n'ai pas honte de la feuille de route que j'ai mise en place, que ce soit le Green Deal, que ce soit la fin des thermiques, la relance, vous avez parlé tout à l'heure des trains de nuit, de la première stratégie européenne en faveur du vélo, de faire en sorte que les transports publics soient mieux considérés, qu'on renforce les droits des passagers, etc. Bon, bref, je suis sortie du Parlement un peu
en ayant accompli quand même pas mal de choses. Voilà. Justement, donc là, je pense que c'est une plutôt très très bonne réponse et assez claire sur le sujet du syndrome de l'imposteur qu'on peut vivre parfois. Toi, finalement, avec tout ce que tu as eu, la possibilité de révéler, de faire actionner comme levier, etc., finalement, à aucun moment, à part peut-être le premier jour quand on rentre en tant que député européen et qu'on a sa petite sacoche, mais sinon, à aucun moment, en fait, on se pose de questions quand on est complètement pris dans l'action. Il faut un peu se blinder en politique, vous voyez. Parce que moi, quand je suis arrivée à la tête de cette commission, alors, c'est pas méchant, mais j'avais quand même dans ma commission des anciens ténors, hein, des anciens ministres de tous les pays, puis une commission très conservatrice, hein, très, qui adorait l'avion, qui adorait la bagnole. Donc moi, j'arrive écolo. Et j'ai su, je pense, parler à tous les partis politiques, chercher des vrais compromis, installer une vraie relation de confiance et ensuite s'imposer. Dans les institutions politiques, les femmes politiques reçoivent des petites remarques comme ça, hyper sexistes, pour un peu dire qu'on n'est pas à notre place. Par exemple, moi, un de mes collègues m'a dit « mais ton discours est trop technique pour une femme ». Non mais attendez, est-ce qu'on aurait dit ça à un homme? Jamais de la vie, vous voyez. Et là, à la tête de la commission, donc hop, je me suis dit, vous n'allez pas m'apprendre la vie. Et puis tu te retrouves aussi avec des gens qui sont parfois plus âgés, qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, etc., et qui ont envie un peu de patroniser le jeu. Oui, mais ils patronisent rien du tout, voilà. Et surtout, c'est que je pense que l'une des grandes forces quand on est femme à la tête de ces institutions, c'est qu'on n'est pas là pour perdre de temps. Et moi, je ne voulais pas perdre de temps, et donc j'ai été chercher les dossiers et mettre en commission justement cette dynamique. Après, c'était quand même une commission qui était très chaleureuse. Elle était tout le temps blindée. Mais parce qu'on avait décidé de faire en sorte que notre commission serait l'une des meilleures du Parlement. Oui, dans le sens où vous aviez des vrais sujets à aborder, que vous y alliez frontal, absolument. Et que du coup, ça faisait changer les choses. Justement, ça, c'est un des vrais sujets, très souvent, sur l'Europe, l'Union européenne, la Commission. On a l'impression, dans notre petite vie quotidienne, honnêtement, que parfois c'est très en décalage avec nos problématiques du quotidien, parce qu'on est là pour réguler de grands enjeux. Comment ça s'imbrique dans la vie de tous les jours? Mais c'est complètement faux, au fait, parce qu'on n'a plus de personnages politiques qui parlent d'Europe et qui parlent bien d'Europe, parce qu'ils ne connaissent pas l'Europe. On a cette habitude de, quand ça va bien, c'est grâce à la France, et quand ça va pas bien, c'est à cause de l'Europe. Alors que l'Europe amène des choses incroyables. Je vais vous donner un exemple très concret. Toutes les dispositions de sécurité dans les trains, c'est des normes européennes, en fait. Quand vous montez dans un avion, c'est des normes européennes. Quand on dit qu'il faut relancer une industrie comme demain, dans 5-10 ans, tous les vélos seront made in Europe, qui le sait? Il y a plein de choses, en fait, que l'Europe fait, mais qui le sait? Et au fait, l'Europe, on lui tape dessus. Donc maintenant, moi, j'appelle tous les progressistes et tous les Européens à lever la tête. Je sais que le moment est très compliqué, surtout parce qu'on est dans un séquençage de guerre qui est très difficile. Mais il faut lever la tête, là. Il faut parler d'Europe. Et c'est pour ça que ça me manque aujourd'hui, le Parlement européen. Parce que quand j'y étais, je peux vous assurer, il n'y a pas un jour où il n'y avait pas un sujet transport et européen qui était dans les journaux. Mais c'est vrai que c'était une époque assez... assez vivante pour la mobilité. Ah ouais, non, mais c'était incroyable, que ce soit sur l'agriculture, sur les transports. Moi, on m'avait fait dire un truc de complètement débile. Parce que, par exemple, le permis de conduire, qui, moi, m'intéresse beaucoup, puisque je suis dans une campagne où j'ai fait voter l'aptitude, notamment pour conduire. C'est-à-dire de faire une visite médicale obligatoire. Quand vous passez votre permis, et tous les 15 ans, on va venir savoir si vous avez l'aptitude pour conduire. Ouais. Ça éviterait des grands drames, notamment sur nos routes. Ouais. Et ben, par exemple, ça, il y a quelqu'un qui avait dit, Madame Dely, elle veut refaire faire un permis pour notamment les tracteurs, les agriculteurs. Parce qu'il y avait eu un amendement qui était inséré dans le rapport que je portais sur le permis de conduire, sur les tracteurs. Et on a dit que Karima Dely voulait faire un nouveau permis pour les agriculteurs pour pouvoir conduire leur tracteur. Alors déjà, c'était la droite. Vous savez, les LR, on dit en France, les républicains, là. Donc c'était la bande à M. Bellamy, etc., qui avait inséré ce truc-là. Et dans la presse française, je me suis retrouvée attaquée, alors que c'était même pas moi qui avais fait l'amendement. Vous voyez, le truc de délire. Et je suis allée au salon de l'agriculture. Et les gens se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, Madame Dely? Et donc, j'ai dû faire vraiment de la pédagogie pour dire, non, c'est pas moi, en fait, vous voyez. Et c'est là où ce travail-là n'est pas fait. C'est comme les traités de libre-échange.
Je ne suis plus au Parlement depuis un peu plus d'1 an. Je suis hallucinée que tout le monde dise « Ah là là, on est contre le traité, par exemple, du Mercosur ». Regardez tous les votes. Pendant 15 ans du Parlement européen, les écologistes ont toujours été contre les traités de libre-échange. Mais on voyait l'extrême droite de M. Bardella, M. Bellamy, la droite, etc. Tous ont voté pour les traités de libre-échange. Et maintenant, ils se réveillent parce que nos agriculteurs ne sont pas contents. Donc, il y a un moment, il faut savoir siffler la fin de la récré et d'être honnête avec les gens. Parce qu'on ne pourra jamais aider, notamment des agriculteurs, des salariés, si on ne fait pas un mea culpa, vous voyez. Moi, je veux bien que les gens aient voté pour les traités de Mercosur et qu'ils ont le droit de changer d'avis. Mais à ce moment-là, ils disent bien, on a un petit peu merdé, vous voyez. Parce que, qui doit dire ça, selon vous? Mais là, la droite qui nous a fait croire qu'ils étaient contre les traités de Mercosur ou alors les autres traités, aujourd'hui, ils sont contre, tant mieux, quoi. Mais on a perdu combien de temps? Et ils disent qu'ils sont contre en France, mais leurs copains des autres pays, ils sont pour. Donc, il faut qu'ils bossent. C'est marrant parce que ça me refait venir un peu à la deuxième question que je vous ai posée. Non, c'était militantisme versus politique. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on dit ça, j'ai envie de dire, ok, malheureusement, c'est horrible et c'est cynique, mais dans la politique, on en a tous les jours, des changements de position. La fameuse chanson « Je retourne ma veste ». Tu vois, c'est un peu ça. C'est que, bon, mais on a le droit de retourner sa veste. Le seul c'est truc, horrible, c'est que... mais c'est le jeu politique, j'ai l'impression. Et sauf que quand on fait des erreurs, on s'excuse, au fait. Je trouve que les partis politiques, ou même les politiques, à un moment, on n'a pas toutes les solutions. Il faut dire aux gens, on n'a pas toutes les solutions. Et quand on a les solutions, on les a pas tout seuls, parce qu'on est entouré d'équipes, parce qu'on a su parler avec l'ensemble des acteurs, que ce soit des syndicalistes, des associations, des experts, etc. Mais ça, on a un côté pas très humble en France, vous voyez. Ça, on aime bien dire je, alors que non, c'est... Vous pensez que c'est pas pareil dans les autres pays? Je vais vous donner un exemple très concret. Quand Mme Merkel, lors du Covid, elle avait dit, bon, bah, ce week-end, vous pouvez sortir de chez vous, là. Et finalement, les gens ne se sont pas sortis parce que finalement, ils n'ont pas pu. Mais elle s'est excusée pendant 3 fois, en fait. Ouais, en France, on n'a pas ce truc-là. On n'a pas ce truc. Et puis ensuite, c'est que je pense qu'il faut qu'on comprenne une chose, c'est que la France est jalousée au niveau européen. Pourquoi? Mais parce que la France, c'est un grand pays, un très, très grand pays, au fait. On ne se rend pas compte par moment quand on tape sur des choses. Par exemple, on veut revenir en arrière sur la question des retraites, sur la question de 35 heures. Mais beaucoup de pays nous regardent en disant, ils ont réussi ça, vous voyez. C'est extraordinaire. Il y a plein de belles choses sur lesquelles la France, il faut arrêter de s'auto-flageller. Le problème, c'est qu'on s'auto-flagelle quand on commence à arriver dans la galère. C'est-à-dire que quand tout va bien, ce qu'on disait tout à l'heure, quand tout va bien, c'est la France. Quand tout va pas bien, vous disiez, c'est l'Europe. Bon, quand on s'auto-flagelle même nous-mêmes en tant que Français, c'est quand on voit que là, on n'y est plus. Et ces derniers temps, parce qu'il faut... Quelle que soit la couche de la population, ces derniers temps, tout le monde galère. Ensuite, on sort peut-être un peu du sujet transport, on y reviendra juste après, mais en tout cas, sur ce sujet-là, peut-être que oui, ça serait bon d'entendre quelqu'un qui dit « Pardon, j'ai vraiment pas fait ce que j'aurais dû ». Au-delà de ça, par contre, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'avoir la position qu'on avait, que la France avait il y a 30 ans. Le problème que nous avons, c'est qu'il nous faut quelqu'un ou des gens qui comprennent qu'en France, on a encore cette énergie pour aller très loin et d'être les leaders européens. Et moi, c'est ça mon ambition. Vous voyez, je veux que la France redevienne une actrice majeure sur la scène européenne. Et notamment, par des sujets que je connais très bien, la question des mobilités. Voilà. Alors justement, pour refaire encore une autre transition, on parlait tout à l'heure de la vie des gens, de l'application de la vie européenne politique dans la vie du quotidien de chaque personne ici. Sur la fin du thermique en 2035, un des gros arguments qui est apporté, c'est notamment celui de les premiers touchés sont les plus précaires. C'est-à-dire les premiers qui pâtissent de la transition énergétique vers le véhicule électrique, c'est les foyers les plus précaires. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors d'abord, les foyers les plus précaires, ils n'ont pas de bagnole. Parce qu'une voiture, ça coûte très cher. En moyenne, entre 5 000 et 6 000 euros. 5 000, 6 000 euros, ça veut dire que par mois, ça 500 euros. Donc on parle du TCO, là, du coût total de possession d'un véhicule avec l'assurance, le carburant, etc. Ça, c'est juste dans les zones urbaines. Dans les zones rurales, en règle générale, on n'a pas une, mais 2 voitures. Ouais. Donc l'effet qui se coule est terrible. On n'est pas là pour dire qu'il ne faut plus de bagnole. Ce n'est pas la guerre à la voiture. Hein. Moi, je ne suis pas en guerre contre la voiture.
Je suis sur le modèle, c'est-à-dire qu'il va falloir changer l'usage de la voiture et la place qu'elle prend, parce que les villes se sont construites autour de la voiture. Et ensuite, dans son usage, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? 95% du temps, une voiture ne bouge pas. Et pourtant, elle prend beaucoup de place. C'est ça qu'il faut aujourd'hui vérifier. Donc, quand on me dit la fin des véhicules thermiques, j'ai tiré la sonnette d'alarme en 2015, on est en 2026. Donc, il y a déjà 11 ans qui se sont passés alors qu'on aurait pu réorienter. La première chose qu'on n'a pas faite, c'est, vous dites, mais un véhicule électrique, ça coûte cher. Mais pourquoi ça coûte cher ? Ça coûte cher parce qu'on n'a pas ouvert le marché de l'occasion. Là, on est sur les premières années du marché de l'occasion électrique. En fait, le marché de l'occasion, il est alimenté par les flottes d'entreprises. Absolument. Les flottes d'entreprises se sont équipées il y a environ 4-5 ans, mais c'est au fur et à mesure. Et donc, maintenant, elles redéversent sur le marché de l'occasion leurs véhicules électriques. Elles auraient dû investir dans l'électrique bien avant. Ça, c'est la première chose. C'est l'œuf ou la poule sur les modèles existants, sur l'autonomie, sur le réseau de recharge. Aujourd'hui, on est prêt, c'est clair. Aujourd'hui, on a des bons modèles, on a des modèles qui sont plus abordables, on a un super réseau de recharge qui est dense. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc, le responsable de flotte d'entreprise à l'époque, quand il arrivait en disant toc, 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 maintenant la carte policie, c'est des voitures électriques ou rien, il se faisait déchirer dans l'entreprise. Absolument. Sauf que l'électrique, en fait, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est pour ça qu'on dit la fin de la vente des thermiques en 2035. Parce que si en 2034, vous achetez un thermique, vous allez pouvoir rouler pendant 20 ans. C'est le temps de l'usage d'une voiture. Donc, tout le monde a fait peur à tout le monde, notamment aux plus pauvres, en disant il faut une voiture électrique. C'est pas vrai. Vous pouvez rouler en thermique jusqu'à même après 2035. C'est la fin de production des véhicules thermiques neufs. C'est la fin de la vente. Là, il y a quelque chose qui est quand même dans l'imaginaire des populistes qui est quand même incroyable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui ne va pas, c'est la production de quel type de véhicule électrique. Si vous voulez avoir un véhicule électrique abordable, il faut arrêter de faire des véhicules qui soient très lourds, inaccessibles pour le grand public et qui coûtent 60 000 euros. C'est pas possible. Il y a de plus en plus, là, il y a eu pas mal de modèles qui sont sortis autour des 20 000 euros, qui soient gros, petits, moyens, franchement, de toute taille et familiales aussi. En général, les productions, c'est vraiment des gros SUV. Et est-ce que tout le monde a besoin d'un SUV ? Non, dans les villes, je suis désolée, une petite voiture qui roule pas longtemps, parce qu'en ville, vous ne faites pas des millions de kilomètres, ça pourrait être quelque chose qui est accessible et qui est possible. Et ensuite, il faut travailler sur, notamment, en France, il y a 1,1 personne dans un véhicule. C'est pas possible, en fait. Donc, on a l'autosolisme, on a le fait que la voiture n'a utilisé que 5% du temps. Et qu'elle prend de la place. Alors, justement, là-dessus, moi, je trouve que vous avez fait quelque chose d'assez fort à l'époque, qui était assez rare pour des personnalités politiques européennes. C'est que vous avez lancé, co-sponsorisé, je ne sais pas comment l'appeler, le EU Startup Prize, European Startup Prize, qui est for Mobility, pardon, EU Startup Prize for Mobility, qui est le prix startup européen innovation très fort, qui justement, finalement, permet de trouver des solutions, puisque une des grosses solutions qu'on va entendre là-dessus, c'est le covoiturage, c'est l'autopartage. Et très souvent, c'est de l'innovation aussi qui passe par le digital et par pas mal de startups. Comment il s'est monté ce projet du EU Startup Prize ? Alors, très simplement, moi, j'étais membre d'un jury de startups de mobilité. Et au fait, il y avait 2 grands gagnants, comme ça, ils ont un peu pitché, comme ça, là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ces gens, en plus, ils étaient quand même jeunes, vont gagner à la fin ? Et en fait, ils gagnaient rien. Ils avaient pitché, et puis merci, à bientôt. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, on va leur faire un espèce de diplôme du Parlement européen pour au moins les reconnaître. Le problème, c'est qu'on a reçu énormément de dossiers. Ouais, c'est immense. Moi, je me souviens, nous, avec Mobility Makers, on le poussait aussi sur notre truc. Et au fait, on s'est dit, mais on est débordés. Et donc, on leur a posé une question en disant à toutes ces startups, de quoi avez-vous besoin ? Et au fait, ils avaient besoin d'un réseau européen, d'une visibilité, mais surtout d'avoir des liens avec des collectivités, etc. Et donc, j'ai pris d'avoir des clients potentiels, des débouchés pour leur innovation. Mais c'est surtout que moi, mon but, c'était de les faire émerger en Europe pour qu'ils ne partent ni en Chine, ni aux États-Unis. Et donc, j'ai lancé le European Startup Prize for Mobility. Donc, vous voyez, mon accent est quand même pas mal. Et au fait, c'est une initiative publique-privée qui rencontre 2 mondes qui ne se parlent pas, c'est-à-dire un monde politique et aussi un monde des entreprises, un monde institutionnel, puisque c'est le premier prix aujourd'hui qui rassemble chaque année 700 voire 800 startups. Nous avons
Nous avons un jury de 70 très gros experts européens et nous avons malheureusement que 10 grands gagnants. Voilà. Mais les grands gagnants vont faire le tour de l'Europe. On va les mettre dans les salons avec véritablement des critères sur la mobilité durable, la mobilité sûre, la mobilité accessible, une mobilité donc inclusive et l'innovation. Et dans ces experts, il y a 70 personnalités qui sont des personnalités très fortes au niveau européen. Et aujourd'hui, voilà, en avril prochain, ça y est, on va fêter ces 7 ans déjà, vous vous rendez compte, 7 ans. Et puis ça marche très très bien et j'espère, et donc j'envoie un message à travers votre émission, que le gouvernement français va reprendre cette initiative-là pour l'installer notamment dans ces grands dossiers de l'innovation dans les prochaines semaines, puisque chaque pays va devoir dire quelles sont les initiatives qu'il veut prôner. Alors moi, je suis assez... humble, hein, je partage, vous avez comme ça des idées, et donc j'espère que le prix européen des startups de la mobilité va être une des clés. Pourquoi ? Parce que c'est un prix qui est soutenu par la Commission européenne, la Banque européenne d'investissement, le Parlement européen également. En fait, tout le monde la soutient. Avec le Boston Consulting Group et notre accélérateur, on a chaque année 10 pépites qui sont extraordinaires. L'accélérateur Via Idée. C'est un projet qui est extraordinaire, qui aujourd'hui fait... beaucoup d'émulsions, mais nous allons l'inscrire dans une trajectoire maintenant institutionnelle. Et j'appelle le gouvernement français véritablement à se saisir de ce prix. Et moi, je veux installer la mobilité comme grand prix de l'innovation. En mobilité et dans l'innovation, est-ce qu'il y a un pays qui vous a un peu surpris ? Vous vous attendiez pas à avoir autant de startups d'innovation mobilité dans tel pays ? Tout à l'heure, j'ai dit qu'en France, il faut arrêter d'être humble. Les Français sont très bons dans les startups et la mobilité. On a chaque année de très, très belles start-up avec des idées incroyables, que ce soit sur l'électrique, que ce soit sur les recharges, que ce soit sur la voiture, le covoiturage, le vélo. La France, mais la ville de Paris plus particulièrement, est une des grandes portes d'entrée des start-up mondiales de la mobilité, qui ont été les Uber, etc., qui maintenant sont devenus des énormes entreprises. Mais c'est un terrain de jeu pour rentrer sur l'Europe pour beaucoup. Donc il y a ça. Moi, au début, je ne connaissais pas trop les pays de l'Est. Aujourd'hui, avec l'Estonie, c'est extraordinaire. Ils sont très rapides dans l'innovation, et dans le volet mobilité également. Les petits coups de cœur, c'est les Finlandais qui sont toujours là en train d'innover, et c'est super. Et la nouveauté, c'est quand même le rattrapage des pays du Sud, notamment les Portugais qui décident de lancer réellement des industries, des nouvelles usines pour le vélo, etc., et qui aujourd'hui rattrapent leur retard. Donc voilà. On a parlé tout à l'heure des entreprises, les flottes d'entreprises, on a dit typiquement pour, par exemple, le marché de l'occasion, pour le véhicule électrique. Leur rôle dans cette transition durable, il est hyper important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, sur le volume de voitures vendues en France, il y a grosso modo 50% vendus aux flottes d'entreprises, 50% aux particuliers. Donc il y a pour 1 600 000 et quelques voitures vendues l'an dernier en 2025. Il y a 800 000 voitures vendues à 800 000 monsieur et madame tout le monde. Et il y a 800 000 voitures vendues à 15-20 000 responsables de flottes d'entreprises. Est-ce qu'ils ont aujourd'hui vraiment les outils qui peuvent leur permettre d'accélérer la transition vers la mobilité durable pour eux, pour leurs collaborateurs ? Est-ce qu'il y a un manque d'envie ? Est-ce qu'il y a un manque d'outils ? D'abord, il faut arrêter de changer les feuilles de route tous les 2 ans ou tous les ans. Dans les entreprises ou au niveau politique, vous voulez dire ? Aussi les deux. Parce que c'est ça, c'est que c'est difficile à lire. Parce qu'une entreprise, en fait, elle est, selon moi, elle est capable de comprendre totalement la transition écologique. Et beaucoup d'entreprises que moi je rencontre sont dans une véritable volonté de participer à cette nouvelle aventure. Sauf que leur feuille de route, il ne faut pas la changer. De la fin de la vente des thermiques en 2035, on avait tous les constructeurs automobiles. Il y en a même qui jouaient, qui gonflaient des muscles, qui disaient « Nous, on sera prêts avant 2035. On sera prêts pour 2030. » Parce qu'on n'aurait pas eu les constructeurs automobiles, mais jamais de la vie se serait passé. Et aujourd'hui, tout le monde revient à 2040. Mais là, ça va être compliqué. Pourquoi ? C'est un problème lié au marché ? Non, c'est pas lié. C'est quoi, alors ? Je pense que c'est lié surtout à l'accompagnement, notamment de l'industrie automobile. Et ça, c'est un vrai souci en France comme en Europe. C'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui ne pas coordonner cette industrie. Cette industrie, elle a besoin d'être aidée. Elle a besoin aussi de comprendre que l'usage de la voiture ne sera pas la même. Donc, les constructeurs automobiles demain n'auront pas du tout le même rôle qu'ils ont aujourd'hui. Vous voyez, ça, c'est de l'accompagnement. C'est ce qu'il faut leur dire. On n'est pas contre vous.
C'est-à-dire que vous allez changer de rôle. Et ensuite, la troisième phase, c'est quand même toute la question du recyclage. C'est un chantier qui est énorme. Aujourd'hui, le marché de l'occasion est une porte d'entrée formidable, mais il y a aussi le leasing social qui, pour moi, est un levier d'action incroyable, mais ça ne suffira pas. Et donc, pour ça, il faut peut-être se poser la question de comment, techniquement, on fait du vrai rétrofit. Je le dis d'une manière assez forte. On a des malins, même en France, on a vraiment les meilleurs. Il y a plusieurs boîtes qui ont essayé et qui ont fermé récemment. Et voilà. Et pourquoi on ne les aide pas? Alors qu'il faudrait les aider financièrement par changer un moteur thermique par de l'électrique, on sait le faire. Ouais, donc c'est la définition du rétrofit, c'est qu'on va prendre un véhicule utilitaire ou particulier, on prend un véhicule, on va enlever son moteur thermique, on le remplace par un moteur 100% électrique, et puis on va le faire homologuer pour vraiment avoir un véhicule utilisable par l'entreprise et le particulier. Un des problèmes sur le rétrofit qui a été vu, c'est la perte en autonomie. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à monter assez haut en autonomie, en nombre de kilomètres d'autonomie. Donc, à part pour des flottes, souvent des flottes de villes, vous savez, des flottes de collectivités locales ou quoi, qui faisaient des petits parcours intra-urbains, il n'y a pas encore eu un passage à l'échelle sur l'usage. Mais c'est ça qu'il faut travailler et c'est ça qu'il faut faire très vite. Mais qui doit aider ça? Moi, j'en ai vu un Tolv, par exemple, qui s'appelait Phoenix Mobility à l'époque. On a bossé avec eux sur la presse, sur plein de trucs. C'est une boîte que j'adorais, je trouvais géniale. Ils ont annoncé il n'y a pas très longtemps qu'ils ont fermé. Il y avait encore une autre boîte, il y a 1 an et demi, qui a annoncé sa fermeture. Il y a beaucoup qui essayent. Il y en a qui continuent. Il y a Kinomic Mobility qui continue. Mais moi, je pense que l'argent public aussi doit aider ce genre d'entreprise parce que c'est l'avenir, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Demain, le rétrofit devrait être absolument une clé d'entrée pour la mobilité. Au lieu de faire venir des nouvelles voitures électriques, reprends ta voiture thermique, on enlève le moteur, on le change. Absolument. Sauf que ça demande énormément aussi de formation. Et quand on forme dans la mobilité, ce sont ces métiers-là, c'est la voiture en tant que telle, mais ensuite, il y a toutes les infrastructures, par exemple les bornes de recharge. Il faut aussi former demain des gens parce que les bornes de recharge seront de plus en plus sollicitées, etc. Donc, ce qui va se passer dans la mobilité, ça va être exceptionnel, au fait. Même maintenant, ce qui est exceptionnel. Le problème, il est qu'il faut anticiper parce que souvent, les pouvoirs publics n'ont pas anticipé. Qui avait anticipé l'arrivée d'Uber? Personne. Qui avait anticipé le retour de la trottinette? Personne, en fait. Aujourd'hui, même durant les élections municipales, là, on n'a pas parlé vraiment de mobilité. Alors que la mobilité, c'est la clé du monde de demain. Parce que le contraire de la mobilité, c'est être immobile. Et l'immobilité, c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire rester chez soi, ne plus voir les gens, ne pas être desservi, alors que c'est un chantier qui est extraordinaire. Vous voyez, c'est une ouverture, connaître les autres, connaître le monde, pouvoir bouger, pouvoir voyager, etc. Mais la question que se posent les gens, c'est pas est-ce que je vais être mobile ou être immobile, c'est plutôt est-ce que je vais garder ma voiture ou pas, ou est-ce que je vais garder ma voiture telle qu'elle est ou pas, c'est ce genre de choses-là. Donc, oui, mais après, vous posez d'autres questions. Donc, est-ce que je vais être encore capable de rouler avec ma voiture? C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on est aussi dans un pays où, regardez ce qui se passe dans les villes. On accepte de moins en moins, notamment certains véhicules, etc. Ouais, ça on parle des ZFE. Par exemple, les ZFE. Alors, les ZFE, ce sont un levier extraordinaire sur la pollution de l'air. Ça, c'est clair et net. Ouais. Sauf que les alternatives à côté n'ont pas été boostées. Et donc, les transports en commun, les covoiturages, etc. Et ça a été mal vécu. Hein. Ça a été mal vécu. Peut-être que ça a été mal communiqué, mal présenté. Mais en tout cas, ça a été mal vécu parce que ça n'a pas été communiqué comme un levier de santé publique. Ça a été communiqué comme un levier de pollution, comme un levier un petit peu plus éloigné de toute façon, il faut le faire pour l'écologie, etc. Là où, quand on parle de santé publique, si jamais on sort les chiffres de la pollution de l'air en centre-ville, automatiquement, ça calme un petit peu différemment les gens. Il y a ça, et ensuite, c'est que ceux qui crient « Oh là là, halte aux ZFE », qu'est-ce que vous proposez comme solution pour arrêter la pollution de l'air? Et je pense que la solution qui est proposée en face, c'est pas de solution, c'est on reste comme ça. Ah voilà, donc on reste comme ça, donc on laisse, par exemple, les 11 000 enfants en Île-de-France qui passent au moins une journée par an dans les hôpitaux parce qu'ils ont de l'asthme, etc. C'est hors de question. Moi, je vous dis... je pense que ça n'a pas été assez communiqué. On a travaillé, nous, sur la démocratisation du véhicule électrique, notamment on a un salon qui s'appelle le Salon national de l'automobile électrique. Alors, ça fait très pompeux pour ce que c'est, mais en réalité, on fait tester des voitures électriques au grand public et c'est parti
en 2020 des ZFE. C'est-à-dire qu'en 2020, on entendait parler partout des ZFE, pourquoi ils nous obligent à faire ci, pourquoi ça, etc., avec notamment les Gilets jaunes. Et en fait, c'était un peu les résidus des Gilets jaunes de mais pourquoi on essaye de nous passer aux véhicules électriques à marche forcée, pourquoi on va nous empêcher de rentrer dans le centre-ville. Ouais. Et moi, ce que je me suis dit, c'est quoi plutôt que de laisser d'éteindre la mauvaise image qu'a pris la ZFE sur le véhicule électrique de manière générale, sur la mobilité durable de manière générale. Proposons déjà aux gens de tester ce que c'est un véhicule électrique, parce qu'en réalité, rien de tel que l'expérience, et l'expérience est bonne. Je pense qu'il y a eu un vrai problème, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de voix contre, et on n'a pas entendu les voix pour la ZFE. C'est surtout que tout le monde était pour avant. Parce que tout le monde oublie l'histoire des ZFE. Donc moi, à votre micro, je vais le redire, c'est assez simple. Comment sont nés les ZFE? Alors, il y a des normes européennes, certes, mais c'est en 2021, suite notamment aux Gilets jaunes, il y a la Convention citoyenne pour le climat. Donc, ce n'est pas des petits bureaucrates avec des costards hyper sombres qui font des normes dans leur côté. Non, ce n'est pas ça. Ce sont des gens qui ont passé du temps pour mettre sur papier qu'est-ce qu'ils veulent, notamment pour la société de demain. Et les ZFE sont apparus comme une priorité. Donc, 2021, les ZFE sont dans le cahier de charge de la Convention citoyenne. Elles sont votées à l'unanimité. Même les grognons et les populistes à l'Assemblée nationale, ça ne fait pas du tout de bruit. Et ensuite, pour pouvoir exister, on les ressort et on infiltre un amendement à un projet de loi qui n'a rien à voir avec les ZFE. Notamment un projet de loi qui s'appelle la simplification administrative, où là, on va dire, maintenant, il faut supprimer les ZFE. Donc, c'est là où on a un problème. C'est-à-dire que moi, je refais le film parce que je connais les choses, mais le grand public ne le sait pas, en fait. Donc, les populistes s'emparent des ZFE et disent tout et n'importe quoi. Les ZFE ne s'imposent pas partout en France, par exemple. Les ZFE, elles ont été, par exemple, mises en place en expérimentation et on a vu aujourd'hui les résultats. Paris, avec les ZFE, hop, on a réduit quand même de 40%, notamment la pollution de l'air. De dire, oui, c'est toujours les pauvres qui ne vont pas pouvoir entrer dans les villes. Sauf que deux choses, les pauvres sont les victimes de la pollution de l'air dans les grandes villes, parce qu'ils habitent dans les grandes villes, sauf qu'ils habitent aux portes du périphérique. Donc voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut travailler les alternatives. Plus de transports en commun, plus de véhicules électriques accessibles, plus de vélos, plus de marches, plus... je ne vais pas tous les faire, mais les alternatives, elles sont là. Donc il faut aussi demander au gouvernement de dire que quand on met en place une mesure, il ne faut jamais, jamais attendre les alternatives. Il faut toujours travailler sur ces deux jambes. C'est là où on a une confiance des populations, mais c'est là où on résout le problème sanitaire qui est aujourd'hui une bombe à retardement. Ouais, donc ça rejoint ce que vous disiez sur les feuilles de route. On change de feuille de route et dans les entreprises et au niveau politique, j'entends. Sur la qualité de l'air, on vient de parler des ZFE. Aujourd'hui, vous êtes présidente de l'association Respire. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est l'association Respire et pourquoi, en fait, en sortant de la Commission européenne, rentrer à l'association Respire? Alors, je suis présidente de l'association Respire tout simplement parce qu'elle travaille sur la qualité de l'air. Et comme j'avais fait le Dieselgate sur la qualité de l'air, c'est quelque chose qui me poursuit. Mais c'est surtout que sans air, vous n'existez pas. On ne peut pas vivre sans air. Quel est le plus beau combat que de pouvoir respirer un air sain? Eh bien, moi, je vais m'occuper de votre qualité de l'air. Et donc, avec l'équipe de Respire, qui est une équipe formidable, il y a des experts, il y a un conseil d'administration qui est super. On a décidé vraiment de monter des grandes campagnes, dont une sur les ZFE, justement, parce qu'il faut respecter notre feuille de route de qualité de l'air, puisque nous avons une directive qualité de l'air de 2030, et là, on ne la respecte absolument pas. Vous savez, moi, je suis une jeune maman, et que je n'accepterai pas qu'on prenne les enfants en otage sur la qualité de l'air. Ils n'ont rien demandé. Et que rien que sur ça, il y a une grande campagne qu'on va lancer et qui marche aujourd'hui dans plusieurs villes, c'est la rue aux écoles. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une école, notamment, de fermer la circulation parce que les enfants ne peuvent pas jouer dans la cour, etc., avec ces particules fines, parce qu'on va les retrouver demain, notamment avec des maladies chroniques, notamment l'asthme, etc., alors qu'ils n'ont rien demandé. Concrètement, c'est quoi les actions qu'on mène quand on dit on va s'occuper de la qualité de l'air? Qu'est-ce que vous faites, vous, à travers l'association Respire? Tout simplement, quand je dis tout à l'heure, on a décidé de prioriser la question des enfants, c'est qu'on va demander de végétaliser, par exemple, l'ensemble des rues où il y a notamment des écoles. On va demander aussi
à travailler sur d'autres thématiques, par exemple le chauffage au bois. Vous voyez, ça, ce sont des choses sur lesquelles on travaille. De changer la mobilité, de faire en sorte que, de diesel, hop, de plus en plus, on va les sortir des villes. On appuie, bien sûr, les ZFE, etc. Donc, c'est un combat ou alors on va travailler sur la logistique urbaine. Vous voyez, la question des petits colis, etc. Demain, vous avez des entreprises, une des bonnes entreprises qui joue le jeu, par exemple. Vous voyez, c'est quand même, par exemple, La Poste. La Poste qui, aujourd'hui, a décidé... Alors, elle a décidé La de Poste, c'est choses. un des premiers cyclologisticiens et depuis longtemps. Absolument, voilà. Mais c'est surtout, elle s'est engagée sur, notamment, une feuille de route. Alors, la neutralité carbone pour 2050, elle dit non, c'est trop loin, elle fait 2040. Donc, vous voyez, ce sont des choses sur lesquelles nous, on va appuyer, qu'on va porter. Et donc, on va monter des campagnes assez fortes aujourd'hui parce que la qualité de l'air, c'est primordial. Moi, j'ai appris quelque chose sur une autre entreprise. Je ne savais pas que... Enfin, j'avais pas cette vision d'eux sur la mobilité. C'est Amazon aussi qui apparemment fait beaucoup dans la cyclo-logistique. Ils ont pris beaucoup d'engagement sur eux sur le cyclo. Alors ça, je ne peux pas vous le dire parce que je ne suis pas sûre du tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que La Poste, par exemple, a décidé d'avoir une feuille de route qui est exceptionnelle. On a parlé des rues aux écoles. C'est quelque chose qui a été fait ces dernières années à Paris notamment. On l'a beaucoup vu. C'est quelque chose qui, selon vous, doit se généraliser. Ça a vraiment... Vous avez aussi des études d'impact claires? Absolument. On a eu des études d'impact et c'est que la chose qui est incroyable, c'est que on a lancé un manifeste pour les élections municipales et on demande aux futurs candidats et aux candidats aujourd'hui de s'engager, de faire en sorte qu'il n'y ait pas une ou deux. À Paris, on est autour de 300. Vous voyez, on tend vers 1000. Rues aux écoles. Rues aux écoles. Et donc, ça veut dire que ça marche. Et surtout que les parents d'élèves, merci aux parents d'élèves, merci aux enseignants, merci à l'école et à l'éducation de montrer à quel point aller à l'école en bonne santé et ressortir en bonne santé, c'est aussi un combat de tous les jours. Et donc, cette action, elle sera menée là très rapidement, à partir de septembre, où on va faire une grande campagne nationale où ce sera une volonté réellement d'engager le maximum de villes en France. Comment vous mesurez l'impact des rues aux écoles? On a des capteurs, etc., où là, véritablement, on voit que les chiffres ont complètement baissé lorsque, justement, on s'est régulé et on végétalise de manière piétonne ces rues-là. D'où le nom, la rue aux écoles. Karima, la suite, elle s'écrit un peu maintenant. Tu nous l'as dit, l'association Respire. Tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, il y a encore beaucoup de chantiers en cours, d'autres qui ont été un peu stoppés, comme les trains de nuit. En fait, c'était un peu le rééquilibrage entre l'aérien courte distance et le train. Et puis, Karima Delli a sorti le train de nuit. Alors, pas toute seule, je pense, mais malgré tout, ça a été un très, très grand sujet. Aujourd'hui, il y a un peu un rétropédalage là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est quoi la feuille de route idéale sur la mobilité et les transports dans les quelques années à venir pour continuer, en tout cas, d'aller dans le bon sens? D'abord, il faut considérer que le train va être une très grande priorité et une très grande alternative. Donc, il faut investir dans le train de manière massive. Il faut absolument desservir les territoires qui sont dits perdus, notamment avec des trains tout petits. Voilà, vous voyez, ça existe, oui. Et plus on mettra de trains, et plus on pourra faire en sorte que les gens s'y sentent mieux. Donc, hop, abandonnent un peu leur voiture. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un de mes grands combats, je vous le dis. Et je considère que dans les années à venir, un prix de billet de train doit être moins cher qu'un billet d'avion. Ça, c'est pas toujours le cas. Non, c'est pas le cas. Mais c'était déjà un des grands sujets quand tu étais à la commission. Donc là, je vais encore relancer ma campagne qui s'appelle le ticket climat. Il est hors de question de laisser juste les Allemands, les Autrichiens et les Portugais. C'est-à-dire que pour 29 € par mois, tous les Allemands, tous les Autrichiens ou tous les Portugais peuvent prendre tous les TER, tous les bus, tous les trottinettes, tous les covoiturages, etc., selon l'endroit où il habite. Ça veut dire que moi, je suis ch'ti, vous voyez, avec ma carte de 29 € par mois, je peux prendre tous les TER n'importe où en Île-de-France ou, je ne sais pas, en PACA. On ne dit plus PACA, on dit région sud. Région sud. Voilà, la région sud. Voilà, région sud, pardon, à Monsieur Muselier, je crois. Ouais, et c'est ça qu'il faut faire, au fait. La question, elle est, est-ce qu'on est prêt de le faire? Il faut le faire, parce que moi, je trouve que, par exemple, en Île-de-France, quand quelqu'un paye 89 € son billet de Navigo, alors qu'en Allemagne, c'est 29 €, vous vous dites, là, il y a un petit problème, au fait. Ok, mais en même temps, de l'autre côté, on n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a plus d'argent. Non, c'est pas vrai, au fait. C'est pas vrai. Ben non, regardez, le ministre Tabarot va nous lancer une grande loi, ce cadre sur notamment les financements. Donc ça, c'est très bien. On va aller taper au portefeuille des concessions. Donc ça, c'est très bien.
Mais ce ne sera pas suffisant. Il faut mettre en place une taxe poids lourd. Ce n'est pas possible qu'en France, on est à la traîne d'une taxe poids lourd parce qu'on a eu alors, ce n'était pas des gilets jaunes, c'était des bonnets rouges. Voilà. Donc, il faut arrêter. Tout le monde a une taxe poids lourd. On est à la traîne par rapport à qui? Et ça doit être quoi? Tous les autres pays européens, en fait. Et ça doit être quoi, la taxe poids lourd? C'est le principe pollueur-payeur. Plus vous êtes gros, plus sur la route, les camions doivent payer une taxe. Cette taxe, qu'est-ce qu'on va en faire? Il y a une partie qu'on va réinjecter dans les entreprises du routier pour qu'on puisse les accompagner pour changer leur flotte. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est on va réinjecter sur le réseau ferroviaire parce qu'on a un réseau ferroviaire qui doit être réhabilité aujourd'hui en France de manière urgente. Et sur le fret. Il faut relancer le fret, on n'est qu'à 9%, c'est très loin. Les Allemands sont à 18%, etc. Donc ça, il faut absolument mais pas que, quoi, même aussi pour les passagers de manière générale. C'est réinvestir l'argent de la taxe poids lourd là-dedans. Et dans les transports en commun. Donc on a beaucoup de choses à faire. Et la dernière chose, c'est qu'il faut absolument relancer un plan de relance au niveau européen. C'est là où, vous savez, on a été capable de faire un grand plan de relance. L'argent magique, ça n'existe pas, c'est vrai. Mais le plan de relance au niveau européen pour le Covid, on l'a fait. Les Allemands, tout le monde demande des infrastructures totalement nouvelles, etc. C'est bon pour le climat, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour la santé. Allons-y, écrivons un nouveau plan de relance européen. Et là, on aura bien nos deux jambes. Voilà. Merci beaucoup, Karima. Merci à vous. C'était hyper intéressant. Oui, j'aurais aimé que ça dure un petit peu plus longtemps Yann, parce que j'avais des questions. Je reviens, promis. Donc voilà, elle reviendra quand elle sera à la présidence de la Commission européenne tout court, pas que de la Commission transport. C'est pas tout de suite, j'ai même pas fait tout de suite. C'est dans 3 ans. Non, mais en tout cas, merci d'avoir pris le temps. C'est 8 années à la présidence de la Commission de transport qui nous ont été racontées. J'ai été 15 ans députée, dont 8 à la présidence, ouais. Et il y a eu beaucoup de choses. Moi, je m'en souviens. C'est pour ça que c'est une certaine nostalgie aussi de beaucoup de ce qui a été fait dans la mobilité durable et la mobilité urbaine. On va continuer. Et il semble qu'on soit parti pour. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à vous abonner. Continuez à nous suivre chaque semaine, chaque mois. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux et on est hyper content de continuer à avoir cette émission. Justement, on en parlait tout à l'heure avec Karima Delli. Il n'y a pas beaucoup aujourd'hui d'émissions sur les transports de manière générale et sur la mobilité. Merci beaucoup, Karima Delli. Merci à toi, Yann. À une prochaine fois. À bientôt. À bientôt.